Voilà pour les titres de ce journal. Merci d'être avec nous sur France 24. Les députés russes ont donc approuvé ce samedi l'envoi de militaires en Ukraine. La décision a été votée à une très large majorité. Elle prend effet immédiatement, mais le Kremlin précise que l'envoi de troupes pourrait ne pas intervenir tout de suite. Jean-Didier Révoin est notre correspondant en Russie. La Russie se prépare vraiment à intervenir ou est-ce que ce sont des pressions pour peser diplomatiquement ? Disons, on peut dire ce soir que Vladimir Poutine a répondu de manière extrêmement ferme à ceux qui lui reprochaient d'être resté silencieux ces derniers jours. Tout est allé très vite. Hier encore, l'homme fort du Kremlin parlait avec ses homologues occidentaux de la nécessité de respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et aujourd'hui, il obtient l'aval du Parlement russe pour envoyer des troupes dans cette même Ukraine. Alors c'est effectivement un énorme moyen de pression qu'il agite bien sûr devant les nouvelles autorités ukrainiennes pour les inciter à protéger les intérêts russes. À défaut, les militaires russes s'en chargeront eux-mêmes. Mais c'est aussi le moyen de montrer aux Occidentaux, qui s'étaient portés garants de l'accord de sortie de crise intervenu entre les opposants et Viktor Yanukovych la semaine dernière, qu'ils ont intérêt à prendre les intérêts de la Russie au sérieux dans les discussions qu'ils mènent avec le nouveau pouvoir ukrainien. On a beaucoup parlé de la Crimée, de cette région du sud de l'Ukraine. Il y a eu aussi ce samedi des manifestations de pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Est-ce que ces manifestations pourraient justifier une intervention russe dans ces régions orientales ? Alors ces débordements ne sont bien sûr pas de nature à apaiser un contexte déjà extrêmement tendu. Il y a eu on parle d'une centaine de blessés dans une manifestation à Kharkov. Et donc en se réservant le droit d'intervenir au moment qu'il jugera opportun, Vladimir Poutine ne fait que renforcer l'ambiguïté de la position russe pour tester la communauté internationale et le nouveau pouvoir ukrainien. Il y a fort à parier que son plan d'action est déjà clairement établi et ce sont donc les différentes réactions de Kiev et de la communauté internationale, de ses partenaires occidentaux, qui se produiront dans les heures et les jours à venir, qui seront déterminants. Merci beaucoup Jean-Didier Révoin pour toutes ces précisions. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence pour évoquer la situation en Ukraine. La diplomatie de l'Union européenne sera, elle, en sommet ce lundi sur cette question. La Russie a affirmé vouloir défendre les ressortissants russes, nombreux dans la région de Crimée, au sud de l'Ukraine. On fait le résumé et le point sur ces dernières déclarations sur le front de la diplomatie avec Maud Roubaud et on en parle ensuite en plateau. Aucun détail pour l'instant sur les modalités d'envoi des troupes russes en Crimée, mais la Douma a approuvé le déploiement des forces armées dans la péninsule ukrainienne, des soldats qui iront renforcer les effectifs déjà présents sur la base navale de Sébastopol. Pour la diplomatie occidentale, c'est un pas de plus vers la partition de la Crimée. Dans un communiqué, le ministre français des Affaires étrangères appelle à tout faire pour l'éviter. Nous appelons les parties à s'abstenir d'actions susceptibles d'alimenter les tensions et de porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Les ministres européens des Affaires étrangères ont prévu une réunion lundi. La diplomatie européenne qui cherche à maintenir le dialogue pour sortir de la crise. Bien sûr, tout doit être fait aujourd'hui. Et je travaille avec les autres responsables, par téléphone, avec le président russe et les leaders ukrainiens, pour protéger l'intégrité territoriale du pays. Et ce que nous observons en Crimée nous inquiète. Mais le dialogue semble rompu. Vendredi, le président américain Barack Obama mettait en garde le Kremlin sur les conséquences d'une intervention militaire en Crimée. Moscou a pris les devants. La Douma va demander à Vladimir Poutine de rappeler l'ambassadeur russe aux États-Unis. Et Gauthier Rebinski est avec moi en plateau pour décrypter cette situation en Ukraine. À l'instant, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, appelle au calme dans la crise en Ukraine. Alors on apprenait tout à l'heure que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunissait sur cette crise. À quoi ça sert ce genre de réunion, sachant que la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité ? Oui, vous me posez une colle là, parce qu'effectivement, c'est une réunion qui ne peut pas ne pas avoir lieu, en quelque sorte, face à une situation où les intérêts d'un pays sont en jeu, mais aussi de toute une région. On peut dire qu'il y a là quelque chose qui relève de la communauté internationale dans son entier. Du point de vue ukrainien, il est important que le Conseil de sécurité se prononce clairement parce que l'Ukraine se sent isolé en ce moment. Je veux dire, le nouveau pouvoir à Kiev se sent isolé. Il attend de l'Europe un peu plus que ce que l'Europe, encore une fois, semble vouloir donner. Les États-Unis ont affirmé
pas des menaces, mais disons des assertions assez fermes vis-à-vis de Vladimir Poutine, mais sans en donner la teneur. Et donc, il y a là, de la part de l'Ukraine, une volonté d'internationaliser l'affaire pour qu'elle soit au centre des préoccupations mondiales. Maintenant, comme vous l'avez fort justement rappelé, le Conseil de sécurité de l'ONU et les membres permanents, surtout ceux qui ont le droit de veto, contient la Russie. Et effectivement, la Russie, dans ce cas-là, jouera tout pour faire bloquer quelques résolutions que ce soit, si ce n'est une résolution qui serait extrêmement balancée, c'est-à-dire où l'on parlerait de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais où on admettrait une présence russe destinée à protéger les populations. Donc officiellement, le discours de Moscou serait repris dans un texte. Sinon, il n'y aurait pas de texte. L'Union européenne, dans son ensemble, ce soir, réagit comme elle a déjà réagi par les jours passés, en appelant à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Est-ce qu'il suffit de demander pour être entendu dans cette crise ? C'est compliqué pour l'Union européenne parce qu'elle est allée assez loin et de manière assez habile, puisqu'elle avait réussi à conclure cet accord justement entre Yanukovych et l'ex-opposition. Elle a cru que cet accord allait être respecté. Et là où l'Union européenne a été dépassée par les événements, c'est que dans la nuit qui a suivi cet accord, c'est-à-dire dans la nuit de vendredi à samedi dernier, eh bien là les choses sont allées plus loin, le pouvoir s'est évaporé, les révolutionnaires ont occupé le terrain, y compris la résidence du président, et là l'accord n'a pas été tenu. Du point de vue de Moscou, c'était inacceptable. Et donc que peut faire l'Union européenne maintenant, si ce n'est réaffirmer effectivement l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais réaffirmer aussi que son jeu n'était pas du tout destiné à desservir Moscou. Et c'est à cela qu'on va sans doute assister, c'est-à-dire à la volonté de l'Europe de dire mais il n'est pas question de chasser Moscou, il n'est pas question qu'on en vienne aux mains avec les Russes. Voilà l'Europe qui est allée trop loin, qui doit rétropédaler maintenant avec une Ukraine qui en attend beaucoup. Alors avec nous, pour parler de cette situation en Ukraine, Annick Bilobran, franco-ukrainienne et membre du collectif Euromaïdan en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Vitali Klitschko, l'ancien opposant, appelle à l'union nationale contre l'agression russe, mais on en a parlé, il y a eu des manifestations pro-russes à Kharkov et à Donetsk dans l'est du pays. Est-ce que l'Ukraine est aujourd'hui coupée en deux ? L'Ukraine, bonsoir. L'Ukraine, je l'espère, n'est pas coupée en deux. Simplement, j'apprends quand même par des amis d'Ukraine que les troupes russes ont dépassé la Crimée et sont en route vers Zaporijie. Donc ça, c'est très très angoissant avec Poutine qui refuse les clauses du mémorandum de Budapest, avec Poutine qui refuse une mission internationale de médiation. C'est une véritable déclaration de guerre. C'est ainsi qu'elle apparaît sur les sites ukrainiens. Le Sénat russe approuve le début de la guerre avec l'Ukraine par 90% de ses sénateurs, c'est-à-dire à l'unanimité, et Poutine donc se propose de normaliser la situation socio-politique dans ce pays après avoir procédé comme il l'avait fait en Géorgie avec l'Abkhazie et l'Ossétie, c'est-à-dire par une distribution massive de passeports en Crimée et donc après avec comme objectif de protéger ces ressortissants qui sont bien sûr menacés par les vilains révolutionnaires du Maïdan. Alors justement, les vilains révolutionnaires du Maïdan, est-ce qu'ils sont présents justement dans cette région aussi bien en Crimée que dans l'Est ? Est-ce qu'il est possible d'envisager des affrontements entre justement russophones et ukrainiens réformateurs, révolutionnaires ? Des affrontements, comme vous le disiez tout à l'heure, il y en a eu à Kharkiv, puisque on dénombre une petite centaine de blessés, même des enfants parmi eux, et notamment aussi un journaliste de Radio Liberté. Les affrontements sont inévitables, mais je pense que Turchinov, l'actuel Premier ministre, fait tout auprès de ses citoyens pour bien préciser qu'ils sont pacifiques et qu'ils ne veulent pas d'agression
et qu'ils ils se défendront pour leur souveraineté et une intégrité territoriale, mais de quelle façon, je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup Annick Billobran. Et puis j'ajoute que l'OTAN s'en mêle également à l'heure actuelle en affirmant que les alliés se coordonnent pour faire redescendre la tension à propos. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir sur la question ce lundi. Gauthier Rybinski, bonjour. Le monde entier a les yeux fixés sur l'Ukraine et le gouvernement ukrainien observe avec la plus grande attention évidemment ce qui se passe en Crimée. Tout jeune gouvernement qui marche sur des œufs en ce moment et qui observe de façon très attentive ce qui vient de Moscou. Oui. Kiev vient de mettre en état d'alerte son armée. J'allais dire, c'est le moins qu'on puisse faire par, disons, dignité nationale. Ça ne veut pas dire du tout que l'armée ukrainienne est prête à se battre. En tout cas, contre les Russes, elle aurait fort à faire et elle serait en infériorité à la fois tactique et numérique. Et simplement, ce qu'essaye de faire le gouvernement ukrainien, c'est en quelque sorte d'éviter autant que faire se peut toute provocation, toute anicroche dont pourrait se servir comme prétexte Vladimir Poutine. Donc vous voyez notamment dans les régions comme la Crimée, comme l'Est de Kharkiv ou Donetsk, etc., eh bien de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accrochage entre Ukrainiens et russophones pour que Vladimir Poutine ne puisse pas dire on touche aux Russes, je vais les protéger, parce que c'est ça, souvent le prétexte est là, même si par ailleurs on sait que par exemple l'Ukraine a une dette énorme envers la Russie de 1,5 milliard de dollars de gaz, donc ça c'est important, il y a de l'argent sonnant et trébuchant derrière cette affaire, mais ce qui est toujours avancé, c'est la défense de la population russe et de la communauté russophone. Et Vladimir Poutine a donc obtenu l'autorisation de la Douma d'agir militairement. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire tout de suite. Il semble d'abord observer les réactions de la communauté internationale. Oui, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a deux Vladimir Poutine. Il y a celui qui, extrêmement habile, teste la communauté internationale, c'est-à-dire qu'il fait peur à l'Occident, il l'incite à céder peut-être sur un point, c'est-à-dire un statut particulier pour la Crimée, une sorte de protectorat russe. En tout cas, le prétexte, c'est précisément les Russes de Crimée, les russophones. Il les appelle mes compatriotes alors que ce sont des citoyens ukrainiens. Et puis de l'autre côté, il y a le passionnel, l'émotionnel, le Poutine qui n'a toujours pas digéré la fin de l'URSS et qui considère que la perte de l'Ukraine, entre guillemets, eh bien c'est comme une répétition, c'est comme un remake de la fin de l'URSS. Et à ce moment-là, il y a les arguments anti-occidentaux qui ressurgissent. On traite de fascistes ceux qui sont au pouvoir à Kiev. Les russo-nationalistes prennent le pas dans les régions comme la Crimée, etc. Et à ce moment-là, le pragmatisme disparaît. Le G8 à Sotchi, qui doit se dérouler au mois de juin, à la tête duquel la Russie se trouve, c'est important. Ça devrait empêcher Poutine d'agir, mais à ce moment-là, ça disparaît. L'économie aussi, qui est en mauvaise passe russe, eh bien, on détourne l'attention de cette économie avec une question militaire, passionnelle et émotionnelle. Voilà les deux aspects de Vladimir Poutine, et c'est en fonction du choix sur sa propre personnalité qu'il fera qu'on connaîtra le sort de la Crimée et de l'Ukraine en général. Merci Gauthier pour cette analyse. Et l'attention donc se focalise en particulier sur la Crimée, une région située dans le sud-est du pays qui semble sur le point de basculer. Des hommes armés d'un commando pro-russe ont pris le contrôle il y a déjà quelques jours des bâtiments du gouvernement et du parlement local. La population est largement acquise à la Russie. 60% sont d'ailleurs russes d'origine. Johan Bodin, bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial à Simferopol, la capitale de la Crimée. Quelle est l'ambiance dans la ville ? Eh bien, je peux vous dire que Simferopol est une ville quadrillée par les miliciens pro-russes. Ce sont les hommes du bloc russe ou les Cosaques de Crimée. Ils sont organisés en escouades, ils se relaient, font des patrouilles et scandent leur attachement à la Russie, et certains nous disent même le rattachement de la Crimée à la Russie. Sur le terrain, ils épaulent, ils assistent les quelques 200 hommes non identifiés officiellement pour l'instant, ces soldats professionnels qui ont fait le coup de force ces 2 derniers jours ici à Simferopol en prenant l'aéroport et les bâtiments du
gouvernement. Des hommes dont l'identité n'est toujours pas officiellement révélée, mais pour les miliciens qui sont à côté d'eux, eh bien, cela ne fait pas de doute. Ils nous ont dit à plusieurs reprises, ce sont les nôtres. Alors, cette présence de ces miliciens et cette présence de ces soldats qui semblent ressembler vraiment à des forces spéciales ou alors d'anciens des forces spéciales, à la seule différence que ces hommes se laissent prendre en photo. Donc cela a donné des scènes assez cocasses ici à Simferopol, où le centre-ville, les magasins étaient ouverts et entre le shopping, les gens sont venus ici se faire prendre en photo devant ces gens des forces, devant ces soldats professionnels. Mais l'ambiance est toute différente lorsque l'on sort de Simferopol, lorsque l'on traverse des villages tatars notamment, et des villages où il y a des Ukrainiens. Il faut savoir qu'ici, 25% de la population, ce sont des Ukrainiens. Là, il n'y a pas de drapeau russe. Les rues sont désertes et l'ambiance est beaucoup plus maussade. En quelques mots très rapidement, Johan, qui dirige la Crimée aujourd'hui ? Eh bien, officiellement, c'est Sergueï Aksionov, le tout nouveau Premier ministre de Crimée. Il a fait appel à l'aide de la Russie. Il a affirmé aujourd'hui détenir le pouvoir sur les militaires et les soldats. Il peut compter sur le terrain sur ses miliciens dont je vous ai parlé. Il peut compter également sur ses 200 soldats professionnels. Et désormais, il peut compter sur les forces des soldats russes. Il y en a 25 000 qui sont basés à Sébastopol. Ils partagent les mêmes vues que Moscou et désormais, il peut compter donc sur l'armée russe. Merci Johan pour ces précisions en direct de Simferopol.